je suis chargé de recherche au CNRS et donc à l'Institut Péprime. Donc le travail que je vais vous présenter, en fait, donc là on est plus dans des problèmes de mécanique. On va plus trop s'occuper de la couleur, de la peinture, mais de ce qui se passe derrière, en fin de compte, le support. Et l'idée, c'est de faire des mesures pour en fait pouvoir restaurer au mieux ce support. Donc, c'est un travail qui a été fait en collaboration, bien sûr, avec d'autres collègues de l'équipe de recherche. Donc, je les citerai, Fabrice Brément, Pascal Doumalin, Arnaud Germano, Valérie Val, qui eux sont enseignants-chercheurs. Parce qu'à l'université, vous avez des CNRS, chargés de recherche CNRS par exemple, et des enseignants-chercheurs, maîtres de conférences, professeurs. Et à cela, moi j'ajouterais qu'il y a aussi des ingénieurs ou techniciens, donc ingénieurs CNRS, par exemple Franck Esser, ici présent. Et je le cite parce que il était donc partie vraiment prenante dans ce travail en faisant la conception en fait de tous les dispositifs et la réalisation aussi. Et sans lui, franchement, il n'y aurait nécessairement pas de manip. Et d'ailleurs, on a un petit peu peur parce qu'il va partir en retraite très bientôt. Et pour l'instant, il n'est pas remplacé. On espère, on croise les doigts pour qu'il soit remplacé. Voilà. Alors, je vais parler de tableau peint. Hop, ça passe. Ah, il n'a pas été rebranché, le petit zigouigui. Ah, il est dessus. Voilà. Ah, alors, ça marche. Voilà. Donc, hop, je reviens là. Donc l'Institut Péprime, bon, comme Xlim, une partie d'Xlim, disons, on est au Futuroscope, à côté du Futuroscope, pas au Futuroscope quand même. Et du coup, nous, Péprime, on a vraiment un gros laboratoire d'à peu près 300 chercheurs et ingénieurs, plus à peu près 100 à 150 thésards, doctorants. Et les domaines de recherche donc, sont ce qu'on appelle les sciences pour l'ingénieur. Donc ça va de la physique, la métallurgie, les matériaux, la mécanique des solides, la mécanique des fluides, voire même la détonique, etc. Donc, moi, je travaille donc dans une équipe qui s'appelle l'équipe PEM, photomécanique et mécanique expérimentale. Et en fait, dans cette équipe, on essaie de développer, et on développe, des techniques de mesure optique. En fait. Donc, des techniques de mesure avec de l'optique, donc a priori sans contact, et donc qui vont nous permettre ensuite d'étudier toutes sortes de matériaux, de structures, et tout ça dans le périmètre de la mécanique. C'est-à-dire, on va faire subir des efforts, des pressions, faire des variations de température ou d'hygrométrie sur ces matériaux qu'on va étudier, on va mesurer un petit peu leur réaction à tout ça. J'ajouterais qu'on fait aussi pas mal d'analyse d'images, parce qu'on traite des phénomènes optiques, donc forcément, on enregistre tous ces phénomènes avec des caméras. On a aussi quand même une part importante d'analyse d'images et de traitement d'images. Voilà. Alors maintenant, il y a une quinzaine d'années, on est venu nous voir au laboratoire pour en fait nous demander si on serait capable, si ça nous intéressait, d'étudier des œuvres peintes sur bois. En l'occurrence, si ça nous intéressait, d'aller voir un petit peu la Joconde et d'aller étudier la Joconde. Bon, déjà, moi, en tant que mécanicien, je ne savais pas trop que les œuvres étaient peintes sur du bois avant le XVIe siècle, etc. Donc, c'est un petit peu renseigné. Et donc, du coup, on va dire qu'on a deux familles d'œuvres peintes sur bois, du XVIe ou d'avant. Il y a des familles où on a, comme la Joconde, un seul panneau, un grand panneau en bois qui fait à peu près 80 cm de haut, ou alors plusieurs panneaux, comme ce qui est ici ou ici, alors avec des panneaux qui peuvent être verticaux ou horizontaux, ou alors des œuvres encore plus grandes, plus imposantes, comme celui-ci ici, qui est un retable, qui fait à peu près 4 mètres de long, et donc forcément avec plusieurs panneaux. Voilà. Donc c'est peint sur du bois tout ça. Donc le bois, eh bien, c'est un matériau qui réagit à l'humidité et qui peut, par exemple, on voit ici, ce qui peut se passer lorsque l'on fait sécher des planches issues d'un tronc, d'un cru, qui a été voilà, pas encore sec, et on a fait des découpages. Et bien on voit que le bois, dedans, se déforme en fonction de l'hygrométrie quand il sèche. Donc on voit tout de suite toutes les œuvres d'art qu'on va étudier, que, a priori, si elles ont été mal préparées au départ, on peut se retrouver avec des œuvres comme ça, avec des formes comme celle-ci concave. Alors, autre
autre chose, du coup, il y a une peinture qui est déposée dessus avec différents apprêts, etc. Mais ce qui va se passer, du coup, c'est que les effets hygrothermiques, hygrophysiques, en fait, vont être différents suivant la face qui est peinte et suivant la face où a priori il n'y a rien ou a priori un petit apprêt. Donc en fin de compte, l'humidité ne va pas se propager de la même façon des deux côtés. Et du coup, là encore, on va avoir des phénomènes comme ça qui vont se passer, phénomènes de tuilage, on appelle ça. Donc avec par exemple une flexion, comme ici, avec un retrait d'un côté de la peinture dans ce cas-là, et un gonflement de l'autre. Donc on voit tout de suite ce qui peut se passer si on a de la peinture de ce côté-là avec un fort retrait. On va avoir une espèce de décaillage, les cloques se produire et la peinture peut partir. Si c'est l'inverse, c'est-à-dire que si au contraire, au lieu d'amener de l'humidité, il y a un séchage, eh bien on va avoir une forme inverse. Là encore, il peut y avoir du coup des fissures qui vont apparaître au niveau du tableau. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait pour un petit peu diminuer ces effets? Déjà, on peut mettre un cadre autour. Qu'est-ce qui est fait ici ou ici? Lorsqu'on a plusieurs planches, ou même dans ceux-là d'ailleurs, on pourrait aussi, ce qui se fait, c'est qu'on met un parquetage derrière, qu'on vient coller derrière le panneau, et du coup, on se dit, bon là, c'est bien rigide, il ne va plus rien se passer au niveau de la peinture. Oui, mais le problème, c'est que quand il y a des variations d'hygrométrie, eh bien, le tableau, il va quand même vouloir se déformer. Du coup, ça va entraîner des contraintes internes très importantes dans le panneau, qui là encore peut se fissurer, du coup, carrément se fissurer. Voilà, donc, qu'est-ce qui se fait actuellement? Actuellement, du coup, on s'est dit, non, il ne faut plus du tout faire, enfin actuellement, ça fait maintenant, je pense, une cinquantaine d'années. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est enlever tout ce parquetage qui était en général mis, on va dire, il y a une centaine d'années et jusqu'à une cinquantaine d'années. Il faut l'enlever. Il faut désolidariser les panneaux s'il y a plusieurs panneaux et planifier tout ça. Ensuite, voilà ce qui se passe. Ensuite, on va recoller tout ça et redéposer des traverses ou créer un nouveau cadre, mais avec un montage qui serait plus souple. C'est-à-dire, on va essayer de mettre une interface entre le panneau et ce cadre ou ces traverses, par exemple avec des ressorts, ce qui va permettre de donner un certain degré de souplesse à tout ça. Eh bien, tout le problème est là. Qu'est-ce qu'on va donner comme degré de souplesse à notre nouveau cadre ou à notre nouveau parquetage? Donc c'est en fait à quoi servent en fait nos données et à quoi servent donc tous les travaux que je vais vous présenter maintenant. Alors, donc je reviens sur ce transparent. En fin de compte, je vais vous présenter ces deux études, voilà, qu'on a fait. Donc sur la Joconde, donc au Louvre, et sur la Sainte Trinité, donc c'est au musée Fabre à Montpellier. Voilà. Alors la Joconde, je vous l'ai déjà dit, à peu près 80 cm de haut, c'est peint sur un panneau en peuplier, qui fait à peu près, qui varie avec une épaisseur qui varie entre 12 et 14 mm. Bon, il est fissuré, faut savoir, ici il y a une petite fissure, mais qui a été réparée, alors on ne sait pas trop quand. En fin de compte, je sais que moi j'ai déjà demandé, a priori il y a plusieurs centaines d'années, donc ça tient, a priori. Et alors, en 2004, en fait, au Louvre, il y a eu un changement de vitrine, et du coup, eh bien, le Louvre s'est demandé un petit peu, est-ce qu'il serait possible de faire des mesures de relief sur ce panneau? Est-ce que, ensuite, vous avez vu ici la petite animation, est-ce qu'en fait, le châssis cadre, pardon, qui en fait maintient le tableau, avec ses travées, ici, ces 4 travées, ainsi que le cadre général que lui on voit ici, et le cadre en fait décoratif, mais qui peut quand même avoir un effet, eh bien, le Louvre se demandait quel est l'effet mécanique que doit avoir tout ça sur le tableau. Et du coup, comme il y a quand même cette petite fissure, est-ce que cet effet mécanique pourrait, un jour ou l'autre, faire se propager la fissure? Autre question qui se posait, c'est le comportement hygromécanique du panneau. Qu'est-ce qui se passerait si il y avait une panne au niveau de la climatisation ou s'il fallait déplacer le tableau dans un autre musée. Voilà. Alors, aussi, l'autre inconvénient, c'est qu'en fait, il n'y a qu'une journée par an où on a le tableau. Il n'y a qu'une journée par an où on peut faire des mesures dessus. Déjà, ça limite un peu, c'est pour ça que ça fait, donc, vous voyez, 2004. Donc depuis 2004, on y va une fois par an pour essayer de faire des manips rapidement, et après on a toute l'année pour les traiter.
Bien sûr, on ne fait pas que ça, heureusement. Donc, le Louvre avait ce questionnement, donc il s'est adressé au C2RMF. Le C2RMF, c'est le Centre de recherche et de rénovation des musées de France, qui se trouve juste sous le Louvre, en fait. Et donc, le C2RMF a fait appel déjà à des spécialistes du bois et des œuvres peintes, donc à des Italiens, ici, de l'Université de Florence, donc à des collègues donc, de Montpellier, qui eux sont spécialistes du bois, et donc du coup à nous, parce que nous pouvons faire des mesures optiques sans contact. Voilà. Alors, comment faire une mesure sur un tableau et quel genre de mesure? Vous avez vu, c'est surtout en fait de la flexion qu'il y a sur les panneaux, une espèce de tuilage, comme ça le panneau peut fléchir de plus ou moins. Donc, on est parti sur une mesure de relief. Parce que si on a un relief à un instant donné, puis qu'il y a une variation d'hygrométrie ou quelque chose, il y aura un deuxième relief. Si on fait la différence entre les deux, on aura une déformée, on saura ce qui se passe au niveau de notre panneau. Donc on utilise une technique relativement simple, c'est un vidéoprojecteur qui projette une série de lignes verticales sur l'objet qu'on veut étudier. Bien, si l'objet est plan, ces lignes resteront verticales. Par contre, ici, par exemple, on a mis une sphère, dès que les lumières issues du vidéoprojecteur rencontrent cette sphère, eh bien, les lignes sont déformées. On a une caméra ici qui va enregistrer cette image, mais en fait, après, bon, il y a tout, on va dire, un traitement et une analyse d'image qui nous permet de retrouver la déformation de ces traits et qui nous permet donc de retrouver le relief. Voilà. Alors, les performances de cette technique, je suis désolé, je présente quelques performances métrologiques. Donc, déjà, c'est une méthode sans contact. C'est intéressant pour les œuvres peintes. Il n'y a rien à mettre sur l'œuvre. C'est une mesure de plein champ aussi. Ça veut dire que en fait, chaque pixel de la caméra qui regarde le tableau, et bien sur chaque pixel, on a une mesure de relief. La précision, par contre, elle, bien sûr, peut être fonction aussi des couleurs, par exemple, c'est clair, mais aussi savoir si c'est très sombre, très clair, brillant, pas brillant, etc. Donc là, nous, on a travaillé sur tout ce qui est analyse d'image aussi quand même un petit peu, pour minimiser au maximum ces effets-là. Voilà. Alors la précision, c'est quand même pas mal, parce que c'est 4 centièmes de millimètre sur un objet qui peut faire 1 mètre. En fin de compte, on applique cette technique des fois sur des objets beaucoup plus petits, on peut être beaucoup plus précis, mais voilà, la précision est aussi fonction de la taille de l'objet qu'on regarde. 4 centièmes de millimètre, c'est raisonnable par rapport à ce que vous verrez tout à l'heure au niveau des reliefs. Alors, voilà, nous voilà au Louvre. Donc, le tableau est ici. Donc, il est sur un chevalet. Simplement, il a été sorti de sa vitrine. Ici, vous avez un vidéoprojecteur. Donc, le vidéoprojecteur, vous devinez ici les lignes verticales. Une caméra ici qui enregistre l'image et l'image qui est enregistrée sur l'ordinateur. Voilà. Alors, on a fait aussi des études, des essais avec le tableau directement dans la vitrine. Pourquoi? Parce que l'intérêt, ça serait de pouvoir faire une inspection du tableau, voir un petit peu si c'est déformé ou pas, sans ouvrir la vitrine. C'est un intérêt d'un point de vue sécurité. Et voilà le genre d'image qu'on enregistre. Alors, je pense que ça bouge. Oui, ça bouge, vous voyez. Donc, vous voyez, il y a eu plein de petites franges passées, et là, plein de lignes de dimensions différentes passées. Donc, c'est toutes ces images qui nous servent, en fait, ensuite, à analyser et à trouver, en fait, le relief du tableau. Donc, voilà les reliefs. Donc là, j'ai représenté en couleur les reliefs. Donc, 12 mm, c'est le rouge. Et le bleu violet ici, c'est moins 2 mm. Moins 2 plus 2, pourquoi? Et après, c'est une question de référence. Et après, on a pu faire, bien sûr, les deux côtés. Mais surtout, on a pu faire aussi le châssis cadre qui tient le tableau et aussi le cadre qui est là. Bon, l'intérêt de tout ça, c'est que du coup, on peut faire aussi une modélisation numérique. Donc, ça, c'est un travail, donc premier travail qui a eu lieu maintenant il y a déjà un petit moment, mais qui a permis quand même quelque chose qui inquiétait beaucoup au départ, c'est qu'il n'y a pas a priori de propagation de fissures de prévues, parce qu'on a donc pu mesurer les déformés qui ont pu être intégrés dans un code qu'on appelle élément Philippe, une modélisation numérique, et en fait on a trouvé que les contraintes
qui était dans le tableau était vraiment pas très importante et ça pouvait passer. Actuellement, on travaille sur affiner un petit peu ce modèle numérique en faisant un modèle 3D qui tiendrait vraiment compte de tout le cadre, etc. Donc ça, c'est un travail, je vois Nicolas qui fait un petit sourire, donc il est étudiant, j'ai oublié de le dire au début, il y a bien sûr des étudiants et des stagiaires qui travaillent là-dessus. Et c'est son travail, ça, en ce moment, là, il travaille là-dessus. Il est un petit peu chaud, mais ça va marcher. Alors, l'effet du châssis cadre, du coup, on prend un relief quand le tableau est dans son cadre, ensuite on enlève le châssis cadre, on a un autre relief, on fait la différence entre les deux, et voilà ce qu'on obtient. En fin de compte, eh bien, le tableau fléchit, comme ça, vous voyez, un effet de flexion, avec une amplitude, quand même, qui est de 1,5 mm. C'est quand même déjà pas mal. Voilà. On a fait différents essais, bien sûr, on en fait tous les ans, et là, par exemple, on voit qu'il n'y a pas de différence notable entre les années. On peut voir des petites différences qui peuvent être simplement dues au fait que les restaurateurs ne repositionnent pas le tableau pile poil à la même position, en fin de compte, à chaque fois. Quand même, c'est déjà quand même pas mal. Hein. Mais ce côté-là, je pense, est bien sécurisé. Tout de même, on trouve que l'amplitude est assez grande, et actuellement, il y a un nouveau cadre qui est en cours de réalisation, et donc on a commencé à tester, en fait, qui est plus souple, mais quand même relativement rigide, et bon, on continue de le tester, et de toute façon, on ne le mettra pas tout de suite sur le tableau, parce que bon, il y a des problèmes de sécurité, etc. On ne peut pas mettre comme ça n'importe quel cadre sur la Joconde. Alors, on fait aussi quand même des mesures, on va dire, là c'est plus de la mécanique en fin de compte, mais on est très content avec les collègues de Montpellier de faire ça. En fin de compte, eh bien, on dessert plus ou moins les travées, on mesure, on sait l'effort qu'on met à chaque travée, et là c'est vraiment nous quelque chose qui nous intéresse beaucoup en tant que mécanicien, c'est on sait la pression qu'on va mettre sur le tableau, on sait comment il réagit. Voilà, donc ça c'est des données très importantes pour justement étudier le comportement du tableau. Voilà. Donc là j'ai résumé cette première partie. Je ne vais pas revenir dessus. Simplement pas de variation significative du relief depuis qu'on a commencé à le mesurer. On a une forte déformée du châssis cadre. Ça nous a un petit peu étonné au départ. Et les modélisations numériques sont en cours et vont comme ça nous permettre en fait non seulement de modéliser le châssis cadre et les effets mécaniques, mais aussi les conditions hygrométriques. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas réussi à observer. Pourquoi? Parce qu'on a la Joconde qu'une demi-journée, quelques heures par an. Donc il n'y a pas de variation importante d'hygrométrie pendant ce temps-là pour observer quelque chose en fin de compte. Voilà. Et de toute façon, je pense qu'on n'aurait pas vraiment le droit de faire, je sais pas, de mettre la Joconde dans une étude ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc ce côté-là, c'est vraiment les simulations qui vont le donner. Alors j'ai un deuxième exemple d'étude, donc ça, voilà, c'est la Sainte Trinité de Cours dans la Vierge, c'est un tableau à peu près de la même époque, et donc c'est un travail qu'on fait avec le musée Fabre à Montpellier. Donc là, il y a 4 panneaux en chaîne, donc je les ai délimités par les petits traits bleus ici. L'épaisseur est un peu plus grande, 3 cm, et il y a un parquetage aussi derrière, assez important. Voilà. Alors là, le musée Fabre avait ces questionnements-là, savoir analyse du panneau soumis à des variations d'hygrométrie. Là, chouette, on va pouvoir faire des variations d'hygrométrie, ce qu'on n'a pas encore pu faire. Donc on va pouvoir avoir la déformée de notre panneau, voir des variations de masse, etc., en fonction de l'hygrométrie. Et donc là, on va pouvoir aussi faire des études dans différents cas, donc avec son cadre, le tableau avec son cadre, le tableau sans son cadre, sans son parquetage, et aussi après restauration. Donc on va vraiment avoir toute la file et toute la file du travail que normalement on doit faire à chaque fois. Donc actuellement, on en est là. Donc les données, toutes ces données-là vont nous servir, donc avec les collègues de Florence et de Montpellier, à donner des instructions au restaurateur pour que lui puisse dimensionner son parquetage et son cadre. Voilà. Et alors il y a une autre chose très importante, c'est que l'analyse, en fait, doit être faite dans une salle du musée. Parce que là, toute l'étude, et l'idée du musée Fabre, c'était que toute cette étude soit faite dans le musée pour que les personnes qui visitent le musée suivent cette restauration. C'est vraiment très intéressant. Donc, j'ai refait un petit peu le même schéma que tout à l'heure. On retrouve les 3 laboratoires.
Voilà, on se connaît bien, on ne change pas une équipe qui gagne. Mais donc le musée Fabre, et donc par contre d'autres restaurateurs sont impliqués aussi dans cette étude. Voilà, et donc voilà la première salle où a été fait ces essais. Et là, vous voyez ici donc une vitrine. Le tableau, vous ne le voyez pas très bien, mais on verra mieux tout à l'heure. Et cette vitrine, on peut la réguler hygrométriquement. C'est-à-dire qu'on peut faire varier l'humidité, l'augmenter ou la diminuer. On va mesurer aussi la charge, la masse du panneau à ce niveau-là. Et bah, nous, on est intervenu ici. Vous voyez ici deux caméras de part et d'autre en fait du panneau. Et en fait, là, on a pensé utiliser une autre technique, parce que utiliser une technique avec un vidéoprojecteur qui va tourner toute la journée, parce que là, oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est que c'est une manip qui dure 3 ans. Donc on fait des mesures toutes les demi-heures. On essaie de mesurer pendant 3 ans, toutes les demi-heures, la déformée de ce tableau. Voilà. Donc, on s'est dit, on ne va pas utiliser de vidéoprojecteur, ça ne va pas tenir. Donc, on a mis 4 petites caméras et en fait, on va faire la stéréovision. Et voilà. Donc là, je vous présente rapidement. En fin de compte, on va avoir 2 points de vue, comme nos yeux, en fin de compte. On va avoir 2 points de vue. Et donc, on va avoir sur chaque point de vue des points remarquables. Et ces points remarquables, eh bien, si on est capable de calculer leurs coordonnées dans chaque caméra, et si on connaît la position des caméras, eh bien, on est capable de retrouver en fait la position dans l'espace de ces points. Voilà. Donc, bah oui, mais alors, je vous ai dit, il fallait des points remarquables sur le tableau. Qu'est-ce qu'on peut choisir comme point remarquable? Alors, ça dépend des tableaux. Pour celui-là, par exemple, bah, les points remarquables, ça peut être directement le tableau. Parce que c'est franchement une vraie bande dessinée, où il y a beaucoup de détails qui peuvent faire accrocher en fait nos algorithmes de suivi. Par contre, sur celui qu'on avait à traiter, il est relativement sombre, avec des zones brillantes, etc. On s'est dit, on ne va pas pouvoir analyser toutes les zones. Donc du coup, bah, on a demandé au restaurateur si c'était possible de mettre des petits marqueurs sur la face. Et là, ils nous ont dit, bah oui, pas de problème, on va mettre du papier Japon, c'est un papier qui est utilisé couramment pour en fait réparer, protéger en fait la peinture. Donc voilà, donc le restaurateur nous a mis tous ces petits marqueurs. Donc il en a mis sur la face, elle en a mis pardon, sur la face, mais aussi sur le revers, parce qu'on voulait vraiment savoir ce qui se passait aussi de l'autre côté. Et voilà, donc les premières mesures qu'on a fait. Alors déjà, le relief du panneau. Ben, le panneau, il est concave. Il a une flèche maximum ici de 15 mm. Déjà pas mal. Et du coup, je vais vous présenter un essai, vous voyez, sur plusieurs mois, où on va avoir d'abord une légère augmentation d'hygrométrie, une stabilisation, une baisse et une augmentation. Donc, voilà le panneau. Vous voyez ici l'hygrométrie qui est à peu près stable, mais qui a monté un petit peu au départ. Donc, vous voyez, le panneau commence, on va dire, à vivre, à se déformer. Alors là, j'ai un petit peu triché dans le sens où j'ai multiplié par 10 la déformée du panneau par rapport au relief. Sinon, on n'aurait rien vu. Mais quand même, le panneau, vous voyez, il va avoir une flexion maximum de 2 mm. 10 fois plus, en gros, que le relief. Voilà. Donc j'ai parlé, mais là, vous avez bien vu donc, que le tableau vraiment a augmenté et est devenu vraiment concave. Après, il va y avoir l'augmentation d'hygrométrie ici, qui va arriver. Alors, il y a toujours des petits incidents. Hein. Vous voyez ici, il y a une petite panne qui s'est passée, mais en fin de compte, voilà. Et le panneau reprend à peu près sa forme initiale. Voilà. Alors, j'ai une autre vue, c'est la même chose, simplement là, je ne dis pas le relief. J'ai juste la déformée. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a les deux faces qui, fort heureusement, se suivent. Alors, il y a des petits écarts, parce que là aussi, j'ai pas dit, mais il y avait quand même des difficultés dans cette étude, c'est que c'est une étude qui tourne sur 3 ans. Sur 3 ans, on fait une mesure de quelque chose qui est relativement précis, et bien, on est dans une salle où la température va évoluer, où la lumière va changer, donc les caméras, il faut qu'elles soient fixes, parce que si elles bougent, bah, on va croire que c'est un déplacement du tableau. Idem, il ne faut pas que la vitrine aussi bouge. Voilà, donc tout ça, on a, je pense, résolu, et on obtient ce genre d'image. Alors, une dernière vidéo. En fin de compte, on peut aussi mesurer en fait l'écartement entre les points. Et si on a une variation d'écartement, on va connaître la déformation en fait
entre ces points, et donc là, on va directement avoir la déformation de la peinture. Donc voilà, hop, vous voyez, d'un seul coup, là, ça devient quasiment tout bleu. Ça veut dire qu'en fait, on comprime un peu la peinture. Alors, c'est pas non plus énorme, hein, c'est 0,05%, mais voilà, c'est quand même mesurable et quantifiable, et ça va aussi nous permettre de modéliser et d'étudier vraiment précisément ça. C'est que si avec la modélisation numérique on est capable de retrouver les mêmes déformations, c'est qu'on aura bien modélisé notre problème. Voilà. Donc, pour conclure sur cette étude, donc, on a plein de données vraiment très intéressantes sur le fait de qu'est-ce qui se passe quand il y a le cadre, qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas le cadre. Alors si entre cadre et sans cadre, on a l'impression que c'est à peu près pareil, ce que je ne vous ai pas présenté, c'est qu'on peut aussi voir localement ce qui se passe, et sur chaque planche. Et on peut voir que chaque planche, en fait, peut aussi tuiler, comme on dit, de façon différente. Et surtout, entre le fait d'avoir le cadre et pas cadre, en fait, il y a des différences significatives. Par contre, on a remarqué un truc qui nous semblait au départ bizarre, c'est que, en fin de compte, quand l'hygrométrie diminue, eh bien, le cadre il devient en fait plus concave. C'est pas très logique parce que normalement l'hygrométrie devait passer par derrière et donc l'humidité partir par derrière. Et en fin de compte, c'est l'inverse qui se passe. Donc, on a changé un petit peu notre fusil d'épaule et actuellement, sans parquetage, on a fait une isolation sur la face avant du panneau. Donc, logiquement, il ne doit pas y avoir d'hygrométrie et d'humidité qui passe par cet avant. Et on va voir un petit peu comment il réagit. Donc, je pense que les stagiaires ont déjà vu. On a vu ça justement cet après-midi. Et justement, voilà, l'inverse maintenant se passe. Et la déformation est vraiment l'inverse de ce qu'il y avait au début. Voilà. Et donc, la restauration n'est pas encore faite, mais c'est pour bientôt. Voilà. Je vous remercie de votre attention. J'ai mis quelques petites photos qui représentent la technique.